Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais, dans cette vidéo on a des questions courtes, on essaye de faire des réponses courtes, comme ça on peut parler de tout, d'amour, d'amitié, de sexualité, de vous, de moi, de tout. Et alors comment on participe à ces vidéos? Je te le donne dans le mille. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une petite boîte à questions de venir me poser du coup vos questions d'amour, d'amitié, de sexualité sur vous, sur moi, sur qui vous voulez. Alors c'est parti. Ok, on démarre avec une question à 10 000 € parce que les avis sont toujours ultra divisés. C'est Gertrude qui me dit break, bonne ou mauvaise idée. Alors, au cas où tu ne saurais pas ce que c'est, un break c'est lorsque tu es dans une relation amoureuse et vous choisissez de faire un break, donc en français une pause, c'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, généralement entre une semaine et un mois, parce que faire un break de 6 mois ça vaut pas le coup, sauf circonstances particulières, bref, pendant ce break, donc pendant cette pause, vous mettez évidemment vos règles au clair. Il y a des gens qui vont faire des breaks en mode bon bah chacun fait ce qu'il veut et puis on se retrouve après. Il y a des gens qui vont faire des breaks en mode bon on va juste ne pas se parler pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voir si on se manque et on se retrouve après. Généralement c'est plutôt ça. L'idée du break, en principe, d'une manière générale encore une fois, c'est pas d'aller s'envoyer en l'air avec la planète entière avant de se remettre en couple. Ma définition à moi du break c'est ça va pas dans notre couple, on a besoin de faire une pause tout simplement, on est peut-être trop l'un sur l'autre, on a besoin de voir si on se manque encore, si on a encore envie de passer du temps l'un avec l'autre, et donc pour ce faire on va prendre de la distance. Prendre de la distance physiquement et émotionnellement en ne se voyant pas et en évitant de s'écrire pour justement voir comment on se sent. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? J'ai envie de te dire, en soi, avant la rupture, il vaut mieux tout essayer, parce que bon, une rupture c'est quand même censé être définitif. Bien entendu, personne n'aime être en break, tu vois. Bon, c'est une période douloureuse, c'est souvent plus ou moins la pré-rupture. Malgré tout, je pense quand même que c'est une bonne idée, parce qu'il y a énormément de couples qui ont été sauvés, si l'on peut dire, grâce à cette idée de break, l'idée de pas se voir pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis se retrouver ensuite, s'être manqué en fait, tout simplement. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je pense que entre le break et la rupture, la meilleure idée c'est toujours de commencer par le break pour voir, parce que à mon sens, encore une fois, si tu es dans une relation importante à tes yeux, il faut tenter le tout pour le tout avant de la terminer définitivement. Parce que pour le coup, je sais pas pour toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, mais je préfère vraiment faire un break dans les règles de l'art, c'est-à-dire tu vas pas pécho ailleurs, juste tu fais un break, tu fais une pause, on se rend compte qu'on se manque et du coup c'est bon, ok, on reste ensemble, plutôt que l'idée de se quitter, se remettre ensemble, se requitter, se remettre ensemble, blablabla. Ça, je trouve que ça fait trop mal et c'est vraiment du chagrin perdu quoi. Donc break, bonne ou mauvaise idée? Pour moi c'est plutôt une bonne idée, foutu pour foutu, autant tenter. Maintenant, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses dans les commentaires. Question ultra importante puisque on se l'est tous et toutes posé un jour. C'est ma bonne question d'ailleurs. Je n'arrive pas à savoir si je plais à mon crush. Ha ha. Comment savoir si je plais à mon crush? C'est la question. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais allez, juste pour toi là, comme ça je vais essayer de te faire un petit sum up, un petit résumé si tu parles pas anglais. Alors déjà, c'est très simple. Si tu veux savoir si tu plais à quelqu'un, notamment à ton crush, rends-toi compte d'une bonne chose. Quelqu'un à qui tu plais, en principe, c'est quelqu'un qui va venir vers toi, qui va chercher à entamer la conversation avec toi, qui va chercher à avoir ton numéro de téléphone, à t'envoyer des messages, à t'appeler, à essayer de te voir, tout simplement. Quelqu'un qui s'intéresse à toi, amoureusement parlant, j'entends, remarque amicalement parlant aussi, c'est quelqu'un qui va essayer de passer du temps avec toi. Pourquoi? Parce que tu lui plais et que du coup cette personne a envie de passer du temps avec toi. Donc comment savoir si tu plais à ton crush? Très simplement, cette personne cherche à passer du temps avec toi. Point barre. Maintenant, bien entendu, la nature humaine est ainsi faite, nous sommes tous et toutes très différents. Et ce que je viens de te dire, ça fonctionne très bien avec quelqu'un qui va être ultra bien dans ses pompes, hyper extraverti, qui va avoir aucun mal à aller parler aux autres. Mais si t'es en crush sur quelqu'un qui est ultra timide, tout à coup, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que nos amis les timides, mais d'ailleurs ça fonctionne aussi pour certains extravertis, c'est pour ça que c'est toujours très difficile d'émettre des règles dans ce sens-là. Les timides ils partent toujours du principe que oh putain, je suis en crush sur cette personne, surtout il faut pas que ça se sache, et la dernière personne au monde qui doit le savoir, c'est mon crush. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils fuient littéralement leur crush. Dès que leur crush entre dans une pièce, soit ils en sortent, soit ils se taisent, soit ils se morfondent parce qu'ils se disent oh là là là, mon crush va me regarder, putain, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Ça doit être terrible de vivre dans la tête d'un timide parce que, en fait, le timide, en matière amoureuse, j'entends, en matière de séduction, il fait exactement ce qu'il faut pas faire. Pourquoi? Très simplement parce que je te le rappelle, l'art de la séduction, c'est quand même faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Mais toujours avec une petite ambiguïté, attention, un peu, mais pas trop, toi-même tu sais. Et du coup, le timide, au lieu de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle lui plaît, il va tout faire pour non seulement lui faire penser que il ou elle ne lui plaît pas, mais surtout pour fuir cette personne au maximum. Donc moi Gertrude, si tu veux savoir si tu intéresses
ton crush ou pas. Premier point, identifie sa personnalité. Encore une fois, si c'est quelqu'un d'à peu près équilibré, qui n'a pas particulièrement de timidité pour aller parler aux autres, si tu sens que cette personne est un minimum extraverti, etc., pars du principe que si tu plais à cette personne cherchera à passer du temps avec toi, cette personne cherchera à venir te parler, à choper ton numéro, à te proposer des choses, etc. Maintenant, si ton crush est plutôt du côté timide, potentiellement c'est une personne qui va essayer de te fuir. Et alors là, du coup, encore une fois, c'est complètement contre-intuitif, parce que comme je le disais, le timide, même s'il a ton numéro, il va pas t'envoyer un message, hein. Mais surtout pas. Le timide, il va t'envoyer un message vraiment s'il a pas d'autre choix, quoi. Maintenant, heureusement, ces timides-là ne sont pas non plus la majeure partie des timides. Il y a aussi des timides qui ont bien conscience que bon, bah, faut quand même aller sortir un peu les rames et faire des pas vers l'autre. Donc, à toi d'identifier la personnalité de ton crush et à toi d'identifier les signes. Encore une fois, quelqu'un que tu intéresses, c'est quelqu'un en principe avec qui ça va être simple. Tu vas lui parler, cette personne te donne immédiatement de l'attention, t'as pas l'impression d'emmerder cette personne, et au contraire, une personne qui s'intéresse à toi, c'est une personne qui justement va te faire parler, qui va même te proposer d'aller boire un café pour continuer cette conversation, éventuellement va te demander ton numéro pour pouvoir continuer cette conversation autour d'un verre plus tard, enfin tu vois. Quelqu'un qui s'intéresse à toi, c'est quelqu'un avec qui les choses sont généralement très simples. Quelqu'un qui s'intéresse pas à toi, bah c'est quelqu'un avec qui tu dois ramer, t'as l'impression que c'est toujours toi qui fais le premier pas, et pour cause, c'est toujours toi qui le fais. À ce moment-là, ça veut pas forcément dire que t'intéresses pas à la personne en face de toi, ça veut surtout dire que tu n'es pas le crush de cette personne. Ça peut toujours évoluer, bien entendu, mais attention, tu peux sortir les rames pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, aller 1 mois ou 2 si tu veux, mais au bout d'un moment, on se fixe une deadline, hein. Sortir les rames pour faire en sorte de devenir le crush de ton crush, très bien, parce que faut pas croire non plus, hein, tout tombe pas toujours tout cru dans le bec, mais voilà, on rame pas pendant 3 ans, hein. 2 mois, grand maximum. Et s'il y a aucun résultat, tu passes au crush suivant. Que penses-tu des personnes qui se remettent en couple juste après une rupture? Alors, je pense de ces personnes qu'elles sont pleines d'ambition. Comme tu dois le savoir si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, je suis absolument convaincue que suite à une rupture, tu as absolument toujours besoin d'un temps de deuil. Pourquoi? Parce que tu viens de vivre une histoire avec quelqu'un et donc t'as besoin de t'en remettre en fait. T'as besoin de prendre le temps pour comprendre que cette histoire est terminée, de comprendre pourquoi elle s'est terminée, de te remettre en question, d'identifier ce qui t'a plu dans cette histoire, ce qui ne t'a pas plu, ce que tu veux pas reproduire, etc. Tout ça, ça prend du temps. Et puis t'as besoin d'un peu de temps pour avoir le seum aussi, parce qu'une histoire qui se termine, même si c'était ta décision, ça fait toujours quelque chose, forcément. Si t'as créé une histoire avec quelqu'un, c'est que t'y croyais, que t'espérais, et qu'au final, vous vous êtes trompé, et ça fout toujours un peu les boules. Donc, sauf histoire très particulière où, par exemple, tu vois, l'histoire elle a duré 8 ans, et puis ça faisait déjà 4 ans que ça allait pas, et du coup, toi t'as déjà fait ton deuil vraiment depuis longtemps, et vous vous êtes séparés, mais vraiment c'était un soulagement, et puis là ça fait 2 semaines que vous êtes plus ensemble, et t'as rencontré quelqu'un et tu te mets en couple avec cette personne. Bon, malgré le fait que tu aies déjà eu le temps de faire le deuil de ta relation pendant que t'étais encore en couple, 2 semaines de battement, ça me paraît quand même très court, et je vais t'expliquer pourquoi. Même si t'as déjà fait le deuil de ta relation, notamment si t'as été en couple pendant longtemps, une fois que tu te retrouves célibataire, surtout encore une fois après un couple qui a duré, tu te retrouves dans une vie dont tu n'as plus les codes. T'as oublié ce que c'était d'être célibataire, t'as oublié ce que c'était d'avoir le droit de draguer, d'avoir le droit d'être dragué, de tester son pouvoir de séduction comme ça autant qu'on veut, et du coup très souvent, les personnes qui sortent d'une très longue relation comme ça, par habitude finalement et par confort, elles vont chercher à se remettre en couple immédiatement, alors qu'en vrai, ce qu'elles veulent au fond d'elles, c'est s'amuser. Donc même dans ce cas de figure là, tu vois, où t'as déjà fait ton deuil finalement, je pense que c'est pas la meilleure des idées, parce que se réfugier immédiatement par défaut et par dépit du coup dans une relation de couple, alors que ce dont tu as réellement besoin à ce moment-là, c'est de retrouver tes repères en tant qu'être humain individuel et pas en tant que couple, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et de la même façon que même si t'as été juste pendant 3 mois en couple, que vous vous séparez et que tu te remets en couple une semaine après, bon alors en soi forcément une histoire de 3 mois ça n'a rien à voir avec une histoire qui a duré 3 ans. Malgré tout, en 3 mois je pense vraiment qu'on a le temps de tomber amoureux, on a le temps d'apprendre à connaître la personne, et bon si c'était ton choix d'arrêter la relation parce que depuis 3 mois tu sentais bien que ça allait pas, en soi t'attends une semaine pour te remettre en couple, honnêtement ça me choque pas. Par contre si c'est toi qui as été largué, que t'étais vraiment trop love de cette personne et que tu te remets en couple avec quelqu'un d'autre une semaine plus tard, j'aurais tendance à te dire attention, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que, en te remettant en couple avec quelqu'un d'autre tout de suite, alors que tu n'as pas pris le temps de faire le deuil de ta relation, tu te mets simplement des œillères. Tu mets des pansements sur tes plaies, mais sans les avoir soignés. Et du coup, ça va s'infecter. Donc voilà, je pourrais parler des heures de ce sujet-là, parce qu'en vrai, il y a tellement de cas de figure différents que chaque cas mérite évidemment une réponse différente. Maintenant, dans tous les cas, pour moi, les personnes qui se remettent immédiatement en couple après une rupture sont des personnes qui se mettent un petit peu des œillères, qui ont peur d'affronter le célibat, qui ont peur d'affronter leur vie individuellement, finalement. Que je peux tout à fait comprendre, attention, chacun fait ce dont il a besoin aussi, mais la vérité c'est que, à mon sens encore une fois, ce n'est pas la meilleure des idées. Maintenant chacun fait ce qu'il veut, évidemment.
Tiens, intéressant comme question. Comment se rapprocher rapidement de quelqu'un? Alors en fait, ma Gertrude, dans ta question, il y a un mot qui va pas. C'est, tu l'auras deviné, le mot rapidement. À cette question, j'ai envie de t'en poser une autre. Pourquoi tu veux te rapprocher rapidement de cette personne? Quel est le rush en fait? Est-ce que t'as peur que cette personne rencontre quelqu'un d'autre avant même que toi tu arrives à tes fins? Est-ce que cette personne est là pour les vacances, qui n'a absolument rien à voir? Dans l'idée de se rapprocher rapidement de quelqu'un, je me dis, ok, toi tu t'es mis une espèce d'urgence qui va forcément tout faire foirer. Parce que quand on fait les choses dans l'urgence, qu'est-ce qui se passe? On se met une obligation de résultat au lieu d'une obligation de moyens. Je le disais dans une des questions précédentes, quelqu'un qui s'intéresse à toi, c'est quelqu'un avec qui les choses vont être simples et fluides. C'est une personne qui va avoir envie de passer du temps avec toi et du coup, les choses se font rapidement mais naturellement. Or là, dans ta question, tu me dis comment se rapprocher rapidement de quelqu'un. C'est donc la preuve que tu as déjà essayé de commencer à te rapprocher de cette personne, que ça va pas assez vite pour toi et donc que t'es frustré. Si t'es dans cette situation, ça veut dire clairement que toi t'es là, que l'autre est là et que donc toi tu veux que l'autre vienne vite là, rapidement. Or, si les choses ne vont pas suffisamment vite à ton goût, il y a une raison. Peut-être que ton crush ne s'intéresse pas à toi, peut-être que ton crush commence à s'intéresser à toi, mais juste voilà, il y a d'autres options autour et puis il est en train de regarder. Mais dans tous les cas, se mettre une espèce de pression sur le timing, c'est toujours la meilleure façon de faire foirer. Pourquoi? Parce que du coup, au lieu de te mettre une obligation de moyens où tu te dis bon bah je vais faire de mon mieux et puis si on se rapproche tant mieux, si on se rapproche pas bah tant pis, ce qui est littéralement toujours ce qu'il faut faire, tu vas te dire putain il faut absolument que je pécho ce mec ou cette meuf, voici ma deadline et surtout il faut pas que ça échoue, etc. Et du coup qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en faire trop. Au lieu d'envoyer un petit message comme ça de temps en temps en mode léger, tu vas harceler la personne va le sentir, elle va sentir ta pression, elle va se dire oh waouh, je ne veux pas de cette relation. Pourquoi? Parce que bah ça me fout la pression en fait. Et puis d'ailleurs, pourquoi cette personne en face de moi se fout la pression pour sortir avec moi? C'est trop bizarre, c'est un peu malsain, je n'y vais pas. Rappelle-toi toujours, ma Gertrude, que lorsque tu séduis quelqu'un, évidemment l'idée c'est de lui faire comprendre qu'il ou elle te plaît, mais si au passage tu lui fais comprendre que t'es absolument désespéré, tu vas tout ruiné. Et l'idée de se mettre dans une ambiance de rush en mode oh, il faut surtout rapidement que je me rapproche de cette personne, ça donne un côté désespéré beaucoup trop important. Et vraiment, le côté désespéré, c'est tout sauf sexy, c'est tout sauf attirant et c'est tout sauf séduisant. Donc oublie l'idée de te rapprocher rapidement, rappelle-toi toujours que soit tu te rapproches de cette personne parce que vous vous plaisez l'un l'autre et du coup c'est simple et ça va vite souvent, soit tu fais ce qu'il faut faire pour te rapprocher de cette personne et tu sens qu'il n'y a pas de répondant, auquel cas ça veut dire que cette personne ne s'intéresse pas suffisamment à toi. Comme je le disais tout à l'heure dans une des questions précédentes, tu peux bien sortir un peu les rames pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois ou 2, grand maximum, mais au bout d'un moment, si ça n'avance pas, juste tu passes à quelqu'un d'autre. Parce que si ça n'avance pas, c'est juste la preuve ultime que cette personne n'est pas intéressée par toi. Et on ne perd pas son temps pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, ou quelle que soit la durée, sur quelqu'un qui ne s'intéresse pas à soi. Tout simplement parce que tu veux pas sortir avec quelqu'un qui s'intéresse pas à toi. Donc, next! Non mais Gertrude, quand on te trompe au bout de 2 semaines et demie de relation, est-ce que c'est normal de se sentir nul? Mais Gertrude, mais ouvre les yeux enfin. Si tu te fais tromper au bout de 2 semaines et demie de relation, j'aime bien que tu aies précisé d'ailleurs le fait que c'était 2 semaines et demie de relation, c'est pas toi qui es nul, c'est l'autre en fait. Et bien entendu que tu te casses. Parce que tu sais, à la limite, c'est absolument pas une excuse pour celles et ceux qui se trompent au bout de plus de temps de relation, mais à la limite, bon, ça fait 3, 4, 5, 6 ans que vous êtes ensemble, et puis il y en a un des deux qui a dérapé, bon, c'était une période difficile dans votre couple. Encore une fois, tu pardonnes ou tu pardonnes pas, mais ça peut arriver, voilà. Mais tu te fais tromper au bout de 2 semaines et demie de relation, je t'explique. Dans une relation, la première année, c'est censé être la passion. T'as tout le temps envie de voir l'autre, vous avez tout le temps envie de coucher ensemble, vous êtes attachés l'un à l'autre, enfin bref, vous êtes bien ensemble, tu vois. Et donc si tu te fais tromper à ce moment précis, même 2 semaines et demie, si ça se trouve, vous avez même pas encore couché ensemble, tu vois. Donc clairement, en principe, l'objet du désir de ton partenaire ou de ta partenaire, c'est censé être toi. Vous sortez ensemble depuis 2 semaines et demie, quoi. Si tu te fais déjà tromper à ce moment-là, c'est que clairement vous avez rien à faire ensemble. Après, je vous vois venir dans les commentaires, je sais aussi qu'il y a beaucoup de relations, notamment des relations longues, où dans les 2 premiers mois, il y en a un des deux qui a un peu fauté, mais bon, on n'a rien dit, parce que celui ou celle qui a fauté des deux se disait que c'était peut-être pas une relation très importante, et donc ils ont fait leur petite mayonnaise en soum-soum comme ça. Et puis du coup, maintenant que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, oui, j'ai fauté, mais surtout on dit rien, oulala, c'est top secret défense, ça arrive. Bon, après on va pas non plus écrire une dissertation sur la tromperie. Pour moi, dans ce genre de situation là, si ça fait 5 ans que t'es avec quelqu'un et que tu l'as trompé dans les 2 premiers mois, juste tu fermes ta gueule, hein. Ce sera ta pénitence pour toujours, tant pis pour toi, mais juste tu dis rien, c'est mon avis. À part bien sûr si vous avez discuté de ça et que l'autre te dit ah mais moi si tu m'as trompé je veux absolument le savoir. Bref, dans tous les cas, pour en revenir à ton histoire ma Gertrude, là tu me dis que ça fait 2 semaines et demie que vous êtes ensemble, donc disons-le, hein, moins de 20 jours, ton ou ta partenaire t'a déjà trompé et en plus tu le sais. Next, vraiment, hein. Et non, tu n'es pas nul du tout, t'es juste avec une personne qui ne te correspond pas du tout, et à qui tu ne corresponds pas du tout non plus, hein. Sinon il ou elle ne t'aurait évidemment pas trompé, donc next.
Comment différencier une relation pansement de quelqu'un avec qui on voudrait être réellement? Eh ben je vais te dire une bonne chose ma Gertrude, c'est très simple. Une relation pansement, si tu sais pas ce que c'est souvent plus ou moins une relation par défaut, une relation par dépit. Admettons, tu viens de te séparer, t'as besoin qu'on remplisse un peu tes piscines d'amour, et ce qui t'intéresse c'est qu'on remplisse tes piscines d'amour, c'est qu'on te fasse des bisous, des câlins, des compliments, mais la personne qui va le faire, honnêtement, tu t'en fous. Tout ce qui compte c'est le résultat, c'est-à-dire que tu ne sois pas en déficit émotionnel. Et donc tu peux avoir besoin d'une relation pansement après une rupture, mais aussi si jamais tu es dans une période de traversée du désert, plus ou moins, où ça fait longtemps que t'as pas été en couple, ça fait longtemps que t'as pas eu d'histoire, puis voilà, t'es un peu en manque affectif, et t'as besoin qu'on vienne remplir tes piscines d'amour. Ça c'est une relation pansement. Quelqu'un avec qui tu veux être réellement, c'est quelqu'un sur qui t'as flashé. C'est quelqu'un qui te plaît, c'est quelqu'un qui occupe tes pensées, c'est quelqu'un que tu as appris à connaître, dont tu connais les qualités, potentiellement les défauts, dont tu connais les valeurs, les envies, le rythme de vie, l'hygiène de vie, et tout ça, ça te plaît, et du coup, t'as envie de tenter quelque chose avec cette personne. C'est ultra différent, tout simplement parce que la relation pansement, la personne qui va remplir tes piscines d'amour, elle est ultra interchangeable. Tu t'en fous un peu finalement de la personne qui va les remplir, l'important c'est qu'on te les remplisse. Alors que quelqu'un avec qui tu veux être réellement, bah c'est cette personne qui va compter. Cette personne n'est pas interchangeable, elle est irremplaçable, c'est celle-là que tu veux et pas une autre. Et ça d'ailleurs, soit dit en passant, c'est plus ou moins ma définition de l'amour. Tu aimes cette personne-là parce que tu l'as identifiée comme irremplaçable, elle n'est pas interchangeable, tu aimes cette personne pour elle. Tu l'aimes pour ses qualités, ses défauts, ses valeurs, ses envies, son rythme de vie, son hygiène de vie, ses mimiques, ses trucs, ses machins, bref, c'est cette personne qui t'intéresse. Et le fait qu'elle va pouvoir en plus remplir tes piscines d'amour, c'est trop bien, c'est une super nouvelle. Mais voilà, c'est cette personne que tu aimes. Alors que, encore une fois, la relation pansement, tu t'en branles. Que le mec ou la meuf ait décidé de faire Harvard ou rien faire de sa vie, c'est juste pas ton problème. Tout ce que tu veux, c'est des bisous et des câlins. Tu vois la différence? Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça la différence. Si tu as une meilleure explication, n'hésite pas à me la donner, mais je suis assez contente de ma distinction. C'est normal d'avoir 18 ans et de vouloir un enfant. Alors, ma Gertrude, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour vouloir un enfant. Que t'aies 15 ans, que t'aies 18 ans, ou que t'aies 35 ans, ou que t'aies 55 ans, si t'as envie d'un enfant, t'as envie d'un enfant, tu vois. C'est juste pas quelque chose qui se discute. Tu veux un enfant, tu veux un enfant. Donc, est-ce que c'est normal? Bah oui, j'ai envie de te dire, c'est aussi normal que de pas en vouloir. Il y a juste pas de normalité en termes de désir et d'envie. Maintenant, bien entendu, dans l'idée de vouloir un enfant, on pense toujours au fait que c'est trop mignon, un petit bébé, on va le cajoler, on va lui acheter des petites fringues de bébé, on va lui faire une super chambre. Ah, trop chou! Je suis en plein dedans, je sais de quoi je parle. Mais avant de se lancer dans ce grand projet et dans cette grande aventure qu'est de faire un enfant, il faut aussi s'assurer d'avoir coché certaines cases qui sont absolument essentielles. Notamment, est-ce que tu as trouvé le bon coparent? Est-ce que c'est une personne en qui tu as suffisamment confiance pour élever un enfant avec lui ou avec elle? Est-ce que tu aimes ses valeurs? Est-ce que tu aimes ses projets? Est-ce que tu aimes son hygiène de vie? Très important l'hygiène de vie pour éduquer un enfant. Est-ce que vous avez les moyens aussi? Parce que l'air de rien, un bébé ça coûte cher. Je te laisse regarder le prix des fournitures pour la chambre de bébé. Mon Dieu, c'est un truc de dingue. Non seulement ça coûte cher pour préparer sa chambre, mais ça coûte cher aussi pour les fringues parce que ça grandit comme un petit champignon. Ça coûte cher parce que il faut des couches, ça coûte cher parce que il faut la crèche. Ça coûte cher aussi en capital sommeil parce qu'au début ça ne dort pas. Enfin tu vois, avoir un enfant, évidemment, c'est trop mignon, c'est un truc de fou, c'est une aventure de malade. Moi-même je suis en train de me lancer dedans donc je ne peux que te comprendre. Mais la question, et notamment quand on a 18 ans du coup et qu'on veut un enfant, c'est surtout est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te sens réellement prête? Est-ce que tu es capable, et je sais pas ce qui se passe au-dessus de chez moi, est-ce que tu es capable de l'assumer physiquement, émotionnellement et financièrement? Si la réponse à tout ça est oui, mais go en fait, ma Gertrude, rien ne te retient. Oui, t'as 18 ans, oui, effectivement, dans l'inconscient collectif, c'est un peu jeune d'avoir un enfant à 18 ans, mais tu fais ce que tu veux, hein, t'es majeur et vacciné, tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, la vie des autres, on s'en branle. Donc pour répondre à ta question, ma Gertrude, est-ce que c'est normal de vouloir un enfant ou pas, quel que soit ton âge? Oui, c'est normal, encore une fois, de la même façon que c'est normal de ne pas en vouloir. Maintenant, avant d'en avoir, je te dis, pose-toi évidemment les bonnes questions, c'est absolument essentiel. On parle quand même de la vie d'un être humain qui n'a encore rien demandé, mais si tu sens que tu coches toutes les cases, go, y a aucune raison de s'en priver. Bon bah décidément on reste dans le thème bébé. C'est Gertrude qui me demande comment attendre que mon chéri, avec lequel je suis depuis 7 ans, accepte d'avoir un bébé, entre parenthèses il est ok pour l'été prochain. Ah ma Gertrude, comme je te comprends. Pour celles et ceux qui ont déjà regardé ma FAQ sur le fait que je suis enceinte etc, vous le savez. Mais moi aussi j'étais dans cette situation là avec Baé, je voulais absolument un enfant depuis longtemps, je me sentais prête. Et lui il me disait écoute non je suis pas prêt, va falloir attendre. Et moi j'étais sur les starting blocks en mode putain mais vas-y on y va. Et du coup on était arrivé à un deal où on s'était dit bon bah à partir de telle date ok, on commencera à essayer. Donc je comprends tout à fait la situation dans laquelle tu te trouves ma Gertrude, et si ça peut t'aider, voilà comment moi j'ai surmonté cette attente entre guillemets. Je sais pas pour toi, mais pour moi l'idée d'avoir un enfant c'est vraiment quelque chose qu'on fait à deux, c'est un projet à deux. C'est un projet à deux tout simplement parce que c'est un tel raz-de-marée dans ton quotidien et dans ton environnement, que ce soit encore une fois physiquement, émotionnellement et financièrement, que tu peux pas décider d'imposer ça à l'autre si l'autre ne se sent pas prêt. C'était hyper important pour moi dans mon couple de savoir que mon mec était prêt
prêt, lui aussi, à avoir un enfant, à s'investir autant émotionnellement, physiquement et financièrement. Et du coup, oui, évidemment, j'ai insisté un petit peu, bien sûr, mais aujourd'hui, le fait de savoir que, voilà, bon bah, je suis enceinte, on attend un petit bébé, et il est aussi heureux que moi d'attendre cet heureux événement, je t'assure qu'il y a quelque chose de très apaisant. Parce que, en réalité, imagine, tu te dis, ouais, je m'en bats les couilles, moi de toute façon, je vais tomber enceinte plus tôt, et tu fais, admettons, exprès de tomber enceinte un petit peu plus tôt que cet été. En soi, cet été, c'est quoi? C'est dans moins d'un an. Ça veut dire que t'as quoi, 9 mois à attendre? Alors je sais, si tu tombais enceinte maintenant, ça voudrait dire que au moment où vous allez commencer à essayer, t'aurais déjà ton bébé. Et en plus, ça fait déjà 7 ans que vous êtes ensemble, donc je sais, vous avez déjà profité de la vie à deux, tout va bien, maintenant toi t'es prête à passer à autre chose, à l'étape suivante je veux dire, mais rends-toi compte que si lui n'est pas prêt, l'expérience ne sera pas la même. À partir du moment où tu tombes enceinte, il y a plein d'étapes que t'as envie de partager avec ton mec. Et si ton mec se sent brusqué ou se sent trahi parce que t'as potentiellement fait exprès de tomber enceinte en avance, alors que t'avais que quelques mois à attendre pour lui faire plaisir, l'échange et le partage vont être complètement différents. Donc comment attendre? En soi, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, peut-être que tu peux attendre encore quelques mois. Et puis surtout, regarde les choses du bon côté. T'as une deadline, t'as un moment où tu sais que, ok, à partir de là, et ben ce sera ok et vous commencerez à essayer. Parce que en réalité, y a pas non plus ce déclic dans ta tête qui arrive et qui te fait croire que oh, ça y est, c'est bon, je suis ultra prêt ou ultra prête, on va faire un enfant. Non, évidemment, t'as toujours des peurs et des appréhensions, c'est ultra normal, tu vois. Il s'agit de fabriquer un être humain et de l'éduquer de A à Z. Donc bien sûr que ça fait peur, bien sûr que c'est angoissant, bien sûr que c'est inquiétant. Mais voilà, si ton mec il te dit oui, on va avoir des enfants, oui, j'en veux aussi, je te demande juste d'attendre jusqu'à telle date s'il te plaît pour qu'on commence à en faire. Honnêtement, je comprends ta frustration, vraiment. Mais je t'assure que respecter ce temps-là pour ton mec, déjà pour vous deux, ça va vous permettre d'en parler, ça va vous permettre de vous intéresser ensemble de plus en plus au sujet pour que justement le moment venu où vous allez enfin essayer de faire un enfant, vous soyez en symbiose, vous soyez en accord et qu'il n'y en ait pas un des deux qui se sente un petit peu pressé ou forcé, tu vois. Vous serez d'accord, vous serez sur la même longueur d'onde et ça c'est hyper important. Donc voilà, comment attendre? Simplement, rends-toi compte que c'est une expérience de vie qu'on fabrique à deux. T'as évidemment envie de la vivre avec ton mec. T'as pas envie de contraindre ton mec à rentrer là-dedans. Alors maintenant évidemment, si tu tombes enceinte avant par accident, bon bah c'est une belle surprise et puis tout va bien, tu vois. Mais ne cherche pas à la lui faire à l'envers, c'est pas ce qu'on fait dans un couple. Enfin, à mon sens, hein, bien entendu. Après t'en fais ce que tu veux, mais voilà, c'était mon expérience. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera ultra plaisir, c'est hyper important pour moi, donc clique sur le bouton s'abonner s'il te plaît. N'hésite pas à mettre un petit commentaire d'ailleurs au passage, hein, ça fait toujours plaisir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo, et c'est donc à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Mais genre vraiment, j'insiste, j'adore vous avoir en rendez-vous. Donc surtout, n'hésite pas, je suis évidemment très gentille, bienveillante et tolérante, ça fait partie de mon taf. Et puis il semble peut-être, je suis comme ça naturellement. Bon écoutez, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, tu le sais depuis le temps, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, ne t'inquiète pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.